Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que, on va enchaîner avec la présentation, d'Éric Chevet, qui est en direct de Rennes, qui est directeur de recherche à l'INSERM et directeur d'une unité INSERM, à l'université de Rennes. Et il va nous présenter en fait les différentes actions qui ont été mises en place donc localement pour permettre le rapprochement des différents acteurs de la recherche en neuro-oncologie. Donc voilà, je vais te passer la parole, Eric. Ok, Merci d'être merci. présent. Je partage mon écran. Tac, tac, tac. Hop. C'est bon? Tout le monde voit? Donc, merci Thomas pour l'invitation. L'année dernière, j'avais pas pu venir pour des raisons un peu particulières. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter un peu dans la première partie ce qu'on a essayé de faire, certaines choses avec succès, d'autres avec moins de succès. Et dans une deuxième partie, et si le temps le permet seulement, quelques exemples des réalisations que ce qu'on a mis en place ont permis de faire. Donc, je suis arrivé à Rennes en 2015, en provenance de Bordeaux. Et quand je suis arrivé à Rennes, j'ai commencé à interagir avec quelques acteurs de la neuro-oncologie sur le site. Et en fait, on s'est très, très vite rendu compte que les gens travaillaient chacun dans leur coin, que comment, les projets étaient extrêmement fragmentés et qu'on avait besoin de s'organiser et de se structurer euh, d'une manière qui était encore très mal définie pour être meilleur, simplement. Et l'idée qu'on a essayé de mettre en place, c'était de travailler ensemble pour accélérer la découverte ou l'amélioration de l'arsenal thérapeutique disponible pour les tumeurs cérébrales et améliorer de ce fait la prise en charge des patients. Donc, ma diapo suivante, elle est un peu chargée, mais ce que ça reflète finalement, c'est l'état actuel des choses. Donc, comme vous pouvez le voir, on a je vais prendre le pointeur, on a des équipes clinico-biologiques qui sont en gris et ouais, en gris, des équipes cliniques qui sont en blanc, et on a une structure qui a été labellisée par l'INCa il y a, qui a été renouvelée par l'INCa l'année dernière, qui est un centre labellisé d'études précoces, phase précoce. Et on a bien sûr les institutions qui sont l'INSERM, le Centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis, le CHU de Rennes et l'Université de Rennes. Et alors tout ça, ça s'articule aussi autour de structures qui sont, donc je vous ai parlé du CLIP, le Centre de ressources biologiques qui joue un rôle aussi important, et une UMS, donc une unité de service de l'Université de Rennes, INSERM et CNRS, qui regroupe toutes les plateformes technologiques du site. Bien entendu, on a aussi fait un travail avec les associations de patients. Alors ça a été surtout drivé par les oncologues, en particulier Élodie Voléon, mais je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. Donc l'idée, c'est d'essayer de se mettre, au départ, ça a été de se mettre autour d'une table, que chacun apprenne à se connaître et voir ce qu'on pouvait concrètement réaliser ensemble. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été initiées. Alors, il y a des projets qui ont bien marché, il y en a d'autres qui ont moins bien marché. Donc ça vous donne un peu un état des lieux actuel, des projets en cours avec les flèches vertes. Donc, il y a des projets qui sont en cours entre différents acteurs du domaine clinico-biologique. En fait, quand je dis clinico-biologique, ça va des unités de recherche fondamentales au service de génétique, au service d'anatomopathologie, au service d'analyse biologique, et en collaboration avec la clinique. Alors en particulier, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, c'est surtout la neurochir et la neuro-oncologie qui sont impliqués pour l'instant. On a plus de mal à travailler avec les radiothérapeutes, mais ça va se mettre en place, j'espère,
2 à 5 prochaines années qui viennent. Pour l'imagerie médicale, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils n'ont pas de temps à dédier à la recherche et on a un gros facteur limitant qui est l'anatomopathologie où nos échanges sont très, très difficiles. Donc, on essaye de structurer avec des collaborateurs extérieurs, mais c'est encore compliqué. Bien entendu, il y a aussi des projets de recherche qui sont exclusivement cliniques, donc qui ne font pas appel aux équipes fondamentales, et c'est ce qui est indiqué ici en violet. Donc, entre l'onco et la génétique, entre la chir et la pathologie et l'imagerie. Donc, tout ça, ça vous donne un peu, on a l'impression d'avoir une vie très, très riche à Rennes. En fait, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, d'une part parce que les gens ne sont pas toujours disponibles, d'autre part parce qu'il faut des gens pour coordonner. Et ce genre d'organisation ne peut pas reposer sur une seule personne. Et on s'en est rendu compte assez récemment où la personne qui menait la barque a dû prendre un peu de recul. Et finalement, ça a engendré un délai dans la catalyse des échanges. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on a apprises au cours de ces échanges. Mais en tout cas, le fait de se parler, le fait de se mettre autour d'une table nous a permis de vraiment pouvoir mettre en œuvre des choses qui n'auraient pas été possibles autrement. Et comme tout le monde est autour de la table, tout le monde est au courant des projets des autres, et finalement, ça aussi stimule les interventions d'une personne qui peut dire « Ah bah tiens, ouais, moi ça c'est drôle, ce que vous faites là, ça me rappelle quelque chose, bah tiens, je peux intervenir dans votre projet et y apporter mon expertise à ce stade. » Ce qu'on a fait aussi, et là, la première réunion avec les associations de patients s'est produite en début d'année 2020, donc juste avant le confinement, en février. Et ça, c'était à l'initiative d'Élodie Voléon, qui est neuro-oncologue et qui est en contact avec beaucoup d'associations de patients en Bretagne. Et lorsqu'on a dit, on met tout le monde encore une fois autour de la table, on présente les activités, on a eu, je sais pas, une centaine de personnes qui sont venues. Les échanges étaient extrêmement riches. Alors, on a pu présenter les aspects recherche fondamentale et recherche translationnelle, et aussi des aspects beaucoup plus orientés vers le patient, donc ce qui se passe au sein de l'unité de neuro-oncologie, et ce que peuvent apporter les associations de patients par rapport aux patients eux-mêmes, par rapport aux aidants. Et puis, le fait de se connaître, donc on avait à peu près une dizaine d'associations. La Bretagne est assez riche en associations de recherche, en associations qui s'intéressent aux cancers cérébraux. Et ces gens ne se connaissaient pas nécessairement entre eux, donc ça a été aussi un moyen de les regrouper. Et en fait, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en place pour le moment. La crise sanitaire nous a un peu coupé les pattes par rapport à ce qu'on avait commencé à initier avec les associations de patients. J'espère que d'ici un an, les choses vont revenir un peu à la normale. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est présenter quelques-unes des réalisations qu'on a pu mettre en œuvre grâce à ces échanges et qui n'auraient vraiment pas pu se produire si on ne l'avait pas fait. Donc, dans une diapo complexe, je vais résumer les activités de recherche qui se passent dans l'équipe qui focalise sur les cancers cérébraux dans l'unité. Et en fait, cette équipe, en collaboration initialement avec le laboratoire d'Andreas, a pu démontrer qu'une protéine qui joue un rôle important dans la réponse au stress, qui s'appelle IRE1, est impliquée dans le développement des glioblastomes. Et ce qu'on avait pu montrer, c'est que
une forte activité enzymatique de cette protéine-là était impliquée dans l'infiltration des tumeurs par des cellules immunitaires inflammatoires, en particulier des macrophages et des neutrophiles. Je vais en parler juste après. C'est impliqué dans l'angiogénèse et dans des mécanismes d'invasion. Ces trois facteurs sont des facteurs qui sont importants dans la réponse au traitement et qui pourraient éventuellement être exploités de manière thérapeutique. En utilisant des approches de signature moléculaire, on a pu définir des groupes de tumeurs qui présentaient une forte activité de cette protéine-là, et ce qu'on a corrélé ensuite avec une plus forte agressivité de ces tumeurs. Donc ça, c'est vraiment la base des découvertes fondamentales. C'est un travail qui a commencé, on va dire, dans le début des années 2000, donc c'est quelque chose qui a pris pas mal de temps. Et ça constitue, on va dire, la base fondamentale à partir de laquelle maintenant on va pouvoir essayer d'interagir avec d'autres équipes. Donc le premier exemple que je vais vous présenter, c'est un exemple qui a montré comment l'infiltrat immunitaire et inflammatoire dans les tumeurs de glioblastome était régulé justement par la voie de signalisation que je viens de vous décrire. Alors, c'est un travail qui a été principalement réalisé par une postdoc dans le laboratoire qui est Johanna Bach, en collaboration avec le service de biologie du centre Eugène Marquis, dirigé par Véronique Quillien, et Tony Avril, qui est chercheur dans l'unité. Donc, ce travail, donc, comme je vous le dis, le département de biologie, l'unité, le département de neurochirurgie au CHU de Rennes et la neuro-oncologie qui est à la fois au CHU et au centre Eugène Marquis. Alors, ce qu'on a pu montrer, et là vous reconnaissez mon schéma de tout à l'heure, c'est que par des approches de signature moléculaire, on a pu montrer que des tumeurs qui présentaient une forte activité IRE1 étaient fortement infiltrées par des macrophages, fortement infiltrées par des neutrophiles, qui sont deux types donc, de cellules immunitaires inflammatoires, mais que ça n'avait pas un impact majeur sur l'infiltration par les lymphocytes. Donc ça a été aussi corrélé avec une forte présence de chimiokines pro-inflammatoires. C'est ce que vous pouvez voir ici en rouge. Donc, quand on a une forte activité de cette protéine IRE1, eh ben, les tumeurs expriment fortement ces chimiokines pro-inflammatoires qui sont responsables de l'attraction de ces cellules immunitaires. Donc, en fait, ce qu'on a montré là, très très brièvement, c'est que lorsque les tumeurs les cellules tumorales présentaient une forte activité d'IRE1, ben, ça facilitait le recrutement de cellules de macrophages et de neutrophiles au sein des tumeurs. Ça peut avoir une importance majeure sur le développement de la tumeur par la suite. Alors, l'objectif ensuite qu'on a eu dans ce travail-là, c'était de comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents. Et cette compréhension, alors je vais vous faire un résumé du travail qui a été réalisé. On a pu disséquer complètement la voie de signalisation, et ça, je vais vous épargner les détails, mais ça nous a permis quand même d'identifier une protéine vraiment importante dans ce mécanisme, qui est une protéine impliquée dans des phénomènes qui s'appellent l'ubiquitination. Donc, c'est une modification post-traductionnelle des protéines qui conduit à leur dégradation. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que cette protéine qui s'appelle UBE2D3 était impliquée dans l'activation de la voie NF-κB. Et cette voie d'activation NF-κB contrôle l'expression des chimiokines pro-inflammatoires. C'est ce que vous voyez là, tout en rouge. Donc, c'est activé lorsque les tumeurs présentent une forte activité IRE1 et le responsable est cette protéine-là, UBE2D3. Et ce qu'on a fait, donc pour confirmer ces résultats, on a surexprimé UBE2D3 dans des cellules de glioblastome. On a injecté ça dans le cerveau de souris. On a vu que les tumeurs étaient plus grosses. On a vu qu'elles étaient aussi activées pour NF-κB et qu'elles étaient infiltrées de macrophages et de neutrophiles. Donc ça, c'est un travail qui n'a pu être faisable que parce qu'on avait accès, bien entendu, à des échantillons
de tumeurs humaines, RSDK, et ça a été fait avec le service de neurochirurgie. Donc, on avait accès à des tumeurs fraîches. Ça a été possible aussi parce qu'on on collaborait avec le service de Véronique Quilien qui nous a permis de faire toutes les analyses d'immunophénotypage des tumeurs. Ça a été aussi possible par une collaboration dont je reparlerai après avec Aristotelis Chatziyohannou pour toutes les analyses bioinformatiques. Alors lui, il est en Grèce et on a une collaboration qui dure maintenant depuis une dizaine d'années. Et enfin, avec les oncologues médicaux pour relier ces phénotypes-là à des phénotypes cliniques. Donc ça, c'est vraiment une des études qu'on a réalisées. Le deuxième exemple, et ça, c'est un exemple qui a été, je dirais, encore plus flagrant, puisqu'il implique en premier lieu Pierre-Jean Lerest, qui est neurochirurgien au CHU de Rennes, Jean Mosser, qui est généticien au CHU de Rennes, Raphaël Pinault, qui est ingénieur dans l'unité qui travaillait à Bordeaux avant, que j'ai soudoyé pour venir à Rennes, non, je plaisante, et Aristotelis, donc, qui est un bioinformaticien en Grèce. Ce projet, comme vous pouvez le voir ici, il fait interagir des équipes clinico-biologiques, il fait intervenir la neurochir, la neuro-oncologie encore. Et ce travail-là visait à mettre en place un modèle préclinique, donc chez des animaux de laboratoire, qui nous permettrait de tester de nouveaux types d'interventions thérapeutiques. Et ce modèle, il devait répondre à plusieurs exigences, c'est-à-dire qu'il devait être refléter ce qu'on avait observé chez dans les tumeurs humaines, c'est-à-dire présenter une forte activité IRE1. Et deuxièmement, il devait être aussi présenter des caractéristiques immunologiques proches de ce qu'on pouvait observer chez des individus, on va dire, normaux. Donc, il fallait qu'on utilise des modèles de glioblastomes de souris pour pouvoir les implanter dans des souris non immunocompromises, donc dont le système immunitaire est normal. Donc, on a testé plusieurs lignées de glioblastomes de souris et ce qu'on a pu observer, c'est que les cellules GL261 présentent une forte activité IRE1 basale. Et quand on a analysé leur spectre de mutation par un séquençage ou une analyse de leur génome, on a vu qu'effectivement, ces cellules-là représentaient un petit groupe étaient similaires à un petit groupe de glioblastomes humains. Donc on s'est dit, c'est un modèle qu'on peut utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc l'idée suivante a été de se dire, finalement, est-ce qu'on peut récapituler un modèle qui intègre la prise en charge actuelle du traitement standard des glioblastomes. Et ce traitement standard, il est connu sous le nom de Shtupp. Et donc, on a essayé de récapituler ça. Donc, en gros, on injecte les cellules tumorales chez la souris. Ensuite, on fait une résection une fois que la tumeur a grossi. Et ensuite, on fait un traitement qui comprend une irradiation et un traitement chimiothérapeutique par le T-modal. Et ce qu'on a vu, c'est ce que vous voyez ici sur les courbes de survie à côté, c'est que la chirurgie seule n'a pas vraiment d'impact sur la survie. Par contre, quand on combine avec une radio et une chimiothérapie, on augmente la survie des souris. Alors, une fois que ce modèle était en place, on l'a utilisé. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a implanté une capsule de biogel dans la cavité de résection de la tumeur. Et cette capsule contient un inhibiteur de la protéine dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle le MKC. Et ce qu'on a pu observer dans ce contexte-là, c'est qu'un traitement local intracérébral avec du MKC prolongeait la survie des souris. C'est ce que vous voyez ici sur la courbe verte, d'une valeur d'à peu près 15 à 20%. Et on a essayé énormément de conditions pour augmenter cette survie et on n'y est pas arrivé.
Et ce qu'on pense, c'est que c'est principalement dû au type de biomatériel qu'on a injecté et il faudrait un gros travail pour l'améliorer. Donc, ce qu'on a essayé de faire en parallèle, en fait, c'est de développer de nouveaux inhibiteurs, et j'ai presque fini. Et ça a été fait par une équipe qui implique des chimistes, alors un collaborateur en Suède, Xavier Guillory qui est chimiste dans l'équipe, une postdoc et un étudiant en thèse. On a utilisé des approches de criblage in silico avec IRE1 comme cible. On a criblé à peu près 15 millions de petites molécules. On a identifié des petites molécules, et là je vais passer très très vite parce que ma diapo est 1000 fois trop complexe. On a testé ces molécules in vitro dans des modèles cellulaires, on les a caractérisées par des approches multidimensionnelles à haut débit et in vivo. Et ce qu'on a maintenant, c'est une nouvelle molécule, un nouveau candidat médicament qui passe la barrière hémato-encéphalique. Donc on n'a plus de problème d'injection de la drogue, elle se fait par voie systémique. Et on a un essai préclinique chez la souris qui est en route depuis janvier 2020. Donc, et on a toujours des souris qui sont vivantes. Donc, on espère que ça va se finir bientôt parce que ça commence à être long et avec le confinement, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, on a des candidats qui sont extrêmement prometteurs pour le moment. Dernier exemple, et ça va être très rapide, c'est un exemple qui a été conduit, enfin une étude qui a été réalisée par Tony Avril et Elodie Voléon et qui a mis en œuvre le département de pathologie, l'oncologie, la neurochir, le laboratoire. Et on est en train de transposer ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans un essai clinique. En gros, pour faire vite, ce qu'on a pu identifier, c'est que des cellules de glioblastome qui expriment cette protéine-là, le CD90, qui est une protéine exprimée à la surface, présentent des phénotypes beaucoup plus invasifs que des cellules qui sont contrôle, donc les cellules qui ne surexpriment pas cette protéine-là. Ce qui a été intéressant de voir, c'est que dans des analyses de voies de signalisation, ces cellules-là présentent une activation constitutive d'une voie de signalisation bien précise contre laquelle il y a des drogues, et en particulier le dasatinib. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des traitements in vivo des souris par le dasatinib, et on a pu observer que ça réduisait la taille des tumeurs. Donc, sur la base de cette observation, on a essayé de, et ça a été très très compliqué et c'est pas encore fini, de faire des études rétrospectives parce que le dasatinib avait été utilisé dans le traitement du glioblastome et ça a été un échec majeur, enfin majeur, ça a été un échec. Et donc, l'idée, c'est de réanalyser les données avec une nouvelle perspective, cette fois en fonction de l'expression de CD90. Donc ça, c'est un truc qui est toujours en cours. Il y a les 2 essais cliniques qui ont été menés avec le dasatinib ont été réalisés aux États-Unis. Pour pouvoir avoir accès aux échantillons par le système américain, ça demande une législation qui est monumentale. Donc, on est toujours en cours de récupération des échantillons. J'espère que d'ici quelques temps, et ça fait 2 ans que ça court, hein, donc on aura un peu plus d'informations. Donc, l'idée derrière ça, c'est de se dire, si on a des tumeurs qui expriment fortement le CD90, elles auront plus de chances de répondre à un traitement combiné, standard, STUP, radiothérapie T-modale, plus dasatinib. Donc, c'est en cours. Et pour finir, donc ça, c'est les essais cliniques portés par Elodie Voléon, c'est ceux dont je vous parlais sur une base rétrospective et sur une base prospective sur les gliomes diffus qui semblent être très, très, très enrichis en cellules tumorales surexprimant CD90. Alors, les autres contributions de REACT, c'est aussi la formation des médecins à la recherche fondamentale et translationnelle. Donc, on a eu beaucoup d'internes, soit en onco ou en anapath, qui ont fait des M2 dans le labo. Puis Pierre-Jean Lereste, qui a été un acteur principal du développement du modèle préclinique, qui devrait passer sa thèse au premier semestre 2021. On est en train de créer une cohorte multi-omique de tumeurs cérébrales. Comme je vous l'ai dit, on a eu la première réunion avec les associations de patients début d'année.
on devait organiser la NOCEF en 2020, ça a été reporté en 2021. Et voilà, c'est pour nous contacter. On a une poignée Twitter, mais qui est peu active. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Eric. Donc, cette présentation extrêmement complète, très enrichissante et qui nous donne beaucoup d'idées à Bordeaux. Donc, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté déjà ensemble. On est en train de mettre ça en place donc doucement au niveau de l'Université de Bordeaux, entre le CHU et les différents acteurs. Mais bon, ça donne beaucoup d'idées. Et voilà, ce que je propose, c'est que les questions soient aussi posées soit en fin, soit vous avez le mail qui reste Ouais. donc au niveau de l'écran. Contactez Eric. Je pense qu'il sera enchanté de répondre dans sa limite Et de journée de 24 heures. on a fait beaucoup d'erreurs. Donc, on peut, rétrospectivement, on peut les identifier. Et si vous pouvez les éviter, ce serait bien. Merci beaucoup, Eric.